Et bien donc c'était il y a un mois, le 7 avril. Je m'en souviens très bien puisque c'est là où je suis mort. Donc, Le bon vieux ChatGPT. je suis un gamin qui regarde encore C'est pas sorcier, pour te dire à quel point je suis encore curieux de la vie. Et c'est des modèles un peu sur la confiance en soi. J'ai mis du sang. Je sais même pas Carlito. Et oui, c'est exactement Bien ce qui sûr. s'est passé. J'aurais dû même époque, mais ChatGPT me l'a pas dit. Tout dans le planning. Ma journée, c'est que des créneaux qui s'enchaînent de tôt matin à tard le soir. Je t'ai dit que t'as sauvé le chat. Mais oui. Mais ça part bien, maman. Bienvenue sur Point Break, l'émission ligérienne, une émission où on essaie d'inviter des personnes inspirantes. Merci de nous suivre, merci de partager la vidéo, ça nous permet de nous soutenir et d'aller peut-être plus loin encore dans l'émission. Aujourd'hui, nous accueillons Elion. Bonjour Elion. Mais bonjour toi, mais comment vas-tu? Comment ça va? Je suis très content de t'accueillir. Moi je suis très heureux d'arriver ici, c'est venu d'un coup, hein. Tu m'as dit viens, je suis venu. Exactement. Bon, on pourra parler d'émissions, parce que toi aussi tu animes des émissions et du podcast. Chaque personne que j'invite me dit oui, et c'est la semaine d'après ou dans les 3 jours, ils viennent. Donc je suis très heureux. Ça part en flèche. Ah, t'as de la chance. Parce que de mon côté, mes émissions, Ouais. je suis obligé de programmer 2, 3, 4 semaines à l'avance. Ok. Et à chaque fois, il y a des trucs où ça se décale, machin. Je suis en mode, oh, l'enfer. C'est un enfer à organiser. Les disponibilités, c'est un enfer. Alors en plus, toi tu es sur Paris et puis tu as dispo un lieu pour pouvoir tourner. Ouais, je tourne dans un studio de tournage en plus, donc c'est super La Posem. confortable, où je tourne la Posem, et c'est dans le studio de McFly Carlito, donc c'est royal pour moi pour tourner. Alors c'est vrai que tu as déménagé sur Paris, ça fait combien de temps là que t'es 2 ans, je crois que j'ai déménagé en juillet 2023. Ouais, c'est ça. Donc tu faisais quand même pas mal les allers-retours avec bah oui. Paris. Je vivais dans le train. Tu vivais déjà. Oui, c'est ça. Tu Mais vivais je me dans le rends train. compte que je vis d'ailleurs très rarement dans mon lit, hein. Soit dans le studio de McFly Carlito, soit dans le train. Jamais chez moi finalement. Donc non, avant d'arriver à Paris, ouais, j'étais continuellement dans le train. Ouais. Et d'ailleurs, il faut bien redonner à César ce qui appartient à César. Sans l'abonnement TGV Max de la SNCF, je n'aurais pas la carrière que j'ai. Genre, je leur dois bien ça, la SNCF. Merci pour l'abonnement TGV Max. Merci SNCF. C'est assez rare. Hein. C'est assez rare, mais c'est pour ça, il faut le préciser quand il y a besoin. Donc, Elion, tu es créateur de contenu, youtubeur, créateur de contenu, comédien, tu es vidéaste, donc tu travailles notamment pour McFly et Carlito, entrepreneur, tu as récemment écrit un livre, on va en reparler. Pourquoi Elion? Alors déjà, tu viens de me mettre la chair de poule parce que tu viens de me dire tu as récemment écrit un livre, et c'est tellement récent, et c'est tellement pour un truc qui me tient à cœur et profond, intime, que ça me donne une petite légitimité, genre j'ai l'impression d'être interviewé en mode auteur, et ça n'a jamais été le cas, donc ça me fait un petit frisson de débutant. Je suis très heureux que ça soit. Ouais. C'est une petite anecdote, une histoire que je vais raconter. C'était il y a quelques années, un proche m'a dit que je pouvais, plus facilement que je pensais, parler à mon âme. Il me dit, si tu veux parler à ton âme, c'est très simple. Quand tu es dans ton lit le soir, tu ramènes la couette sur toi et tout, et tu t'adresses à ton toi du passé, du présent et du futur. Ouais. Et après, tu poses ta question, tu la répètes en boucle, et après, tu dors pendant la nuit. Et normalement, pendant la nuit au réveil, tu as une espèce de voix intérieure, t'entends un truc, tu as la réponse à la question que tu t'es posée. Moi, voici le soir venu, je remonte la couette sur ma poitrine, et je suis en train de me dire, bon, je m'adresse à mon moi du passé, du présent, du futur. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, mon moi, me révéler quel est mon nom d'artiste, point virgule, le nom de mon âme? Et bah, figurez-vous que le matin, j'ai entendu une voix. Je sais pas d'où elle vient. C'était en plus pas français, donc pas des raisons françaises, donc c'était compliqué de comprendre aussi la prononciation, etc. Et j'ai entendu un Elion, un truc comme ça. Écrit très vite pour pas oublier cette révélation, tu vois, cette voix que j'ai entendue. Et donc j'ai marqué Elion et tout. Je mets sur Google Elion pour me renseigner, pour voir ce que c'est. Et je vois Elion. En hébreu, ça veut dire Dieu tout-puissant. Et donc ça me fait beaucoup rire. Et en plus, mon nom de famille c'est Noyel. Et quand on inverse les lettres, ça fait Elion. Exact. Et je me suis dit, mais attends, mais c'est fou parce que j'ai fait toutes les combinaisons possibles pour trouver un nom d'artiste, et je n'ai jamais pensé au fait de retourner mon nom de famille. Et en fait, je me suis dit, à la fois, c'est un truc qui me parle parce que c'est mon nom de famille, donc du coup, je travaille pas
qui je suis, d'où je viens là. Et en même temps, il y a cette voix qui m'a été, ce nom qui m'a été imposé par un truc, je sais pas, plus haut. Et donc, je me suis dit, non, ce serait bien de continuer avec ça. Et donc, c'est pour ça. J'ai l'impression, paradoxalement, d'être plus moi-même en étant Elion qu'en étant Thomas. Tu as eu une révélation à ce moment-là. Je crois comprendre que récemment, tu as été aussi en connexion avec l'au-delà, ou comment tu vas pouvoir nous en parler? Tu as eu des petits problèmes de santé qui t'ont emmené à l'hôpital. Ouais. Tu as vécu des choses un peu extraordinaires. Mm-hmm. Est-ce que tu veux nous partager? Carrément. Non, je n'ai pas envie, je m'en vais. Non, tout de suite. question suivante. Non, mais effectivement, ce qui s'est passé, ce qui fait qu'aujourd'hui, tu es là avec moi aussi. Ouais. Parce que finalement, tu ne serais carrément. pas là. Bien sûr. Tu ne serais pas là aujourd'hui si c'était J'étais pas pas arrivé. assez inspirant. Avant, tu n'étais pas inspirant, maintenant, tu es inspirant. Non, en plus, tu étais déjà dans ma liste. J'ai vécu mon événement là traumatisant. Il y a un mois tout pile. Ouais. Et donc, c'est pareil, tu m'invites parce que tu tournes actuellement le podcast, mais ça fallait s'est fait que tu comme sois ça, là, il fallait que tu sois là ici, quoi. Oui, à ce moment-là, parce qu'en plus j'habite à Paris, donc je je suis me pas suis dit sur la peut-être côte. qu'il va pas être là, et en fait, tu es là. Et en fait, tout se goupille très bien. Disponible. Exactement. Et bien donc, c'était il y a un mois, le 7 avril. J'en souviens très bien puisque c'est là où je suis mort. Donc, où j'ai touché du doigt les étoiles. Je vais pour me coucher, 20 minutes plus tard, je me réveille en sursaut, il faut absolument que j'aille vomir. Et là, je me rends compte que c'est rouge, mon vomi est rouge. Déjà ça te calme. Mais je me suis dit, il n'y a pas de problème, c'est du vin rouge, ça colore le vomi, pas d'inquiétude, je rationalise tout. Pas beaucoup, hein, j'ai pris Je sais que tu es 2-3 verres, tu vois. Mm. Et donc je vomis une fois, je retourne crise de vomissement 2 fois, 3 fois. Mm. D'ailleurs, je pensais que c'était une intoxication alimentaire. Hein. J'ai un petit doute quand même, c'est un peu grave peut-être. Et ne voulant pas déranger ma famille, parce que je me suis dit, si j'appelle ma mère à minuit et demi, 1h du mat, pour dire je vomis rouge, à la Baule, qui elle est à la Baule et moi à Paris, en fait, elle va pas dormir. Enfin, mes parents vont pas dormir de la nuit. tu les mets juste dans le mal. Voilà, complètement. Et sans avoir de réponse, machin. Enfin, je vais juste les mettre dans le mal, comme tu dis. Et c'est pareil, ma sœur est urgentiste. Je sais qu'elle a une vie de fou. J'avais presque peur d'appeler, tu vois. Je voulais pas les mettre dans le mal. Je me suis dit non, je suis un grand garçon, je vais me débrouiller, etc. Et puis même, je voulais pas inquiéter pour rien s'il y avait rien. Et donc, je me suis dit, parce que je n'osais pas appeler le SAMU non plus. C'est tellement important d'appeler le SAMU. Ça rend ce qui t'arrive tellement grave que je me suis dit non, je vais rationaliser, c'est pas grave. Donc, la seule aide que j'avais là sous la main, c'était ChatGPT. Le bon vieux ChatGPT. Moi, je vis dans mon temps, hein. je vis dans mon air. Et donc, je demande à ChatGPT. En gros, je lui ai mis rouge depuis 2-3 fois, mais du coup, 1 heure et demie. Est-ce que c'est grave, etc. Appelle ta mère ou ta sœur. Oh, il est fort quand merde. même. Non, et il me fait que ça peut être une intoxication alimentaire avec le vin et tout, parce que ça rentrait quand même dans la balance. Mais que si jamais je remarque des petits morceaux un peu gélatineux dans le vomi, c'est que c'est potentiellement du sang coagulé, et dans ce cas-là, c'est extrêmement grave, il faut absolument que j'appelle les urgences. Et là, je me suis dit, putain... faut que je retrouve mon vomi, où est-ce qu'il est? Ouais, un peu là. Non, je me suis dit, parce que j'ai revomi après, et je me suis dit, putain, mais si ChatGPT s'inquiète pour moi, c'est que vraiment, il y a un problème. Parce que lui, ouais. Ah ouais, très désintéressé et objectif, quoi. Et donc, c'est là, après, où j'ai décidé d'appeler SAMU. Donc, je suis resté une éternité en attente. Et à la fin, le médecin me dit... Bon, bah écoutez, prenez peut-être du coca pour aider à digérer. Et je me suis dit, du coca? Ça me semble un peu étrange, mais bon, soit c'est la seule option que j'ai actuellement, donc je vais pas rester moi dans ma chambre. Pour lui, le médecin, c'était intoxication alimentaire. Lambda. Et donc c'était pas du sang. C'était pas du sang. Sur mon appartement, c'est juste un pied-à-terre. C'est que j'ai pas internet, j'ai pas de télé, j'ai pas de frigo, j'ai encore moins de coca. donc j'avais aucune raison de rester ici. Enfin, si je restais ici, pour moi, c'était la mort, sans mauvais jeu de mots. Et par contre, je me dis, dans le studio de McFly et Carlito, là où je travaille, je suis à 7 minutes à pied. Ouais. Et bien, là-bas, il y a du coca. Je vais y aller. Et donc, je me suis rhabillé. Je vais chez McFly et Carlito. Je vais chez McFly. Je mets du sang. Je vais chez McFly et Carlito. Et oui, c'est exactement ce qui s'est passé. J'aurais dit, mais ChatGPT me l'a pas dit. Et non, comme quoi, il faut quand même avoir un humain derrière pour penser. Donc me voilà, je sais pas, 1h30, 1h45, je sais plus trop quelle heure. Et par contre, le trajet était long. Très très long. J'ai croisé personne dans la rue. Je vais à pied au bureau, je commence à marcher de plus en plus vite parce que je sens l'envie de vomir qui monte de plus en plus fort.
Je monte les marches 2 par 2, 3 par 3. Je vais dans les chiottes des femmes parce qu'elles sont plus propres que les hommes. Et là, je gerbe. Là, je donne tout ce que j'ai. Donc elles sont plus propres. Donc elles sont plus propres. Et la lumière des toilettes du bureau est beaucoup plus efficiente et beaucoup mieux que celle de mon appartement. Et là, il n'y avait pas de doute. C'était du sang. C'était couleur sang. Avec les trucs gélatineux de sang coagulé. Il n'y avait pas de doute. J'y étais à 100%. Panique totale, angoisse. Et je me dis, mais comment je guéris de ça ? Je mets pas un pansement, je sais pas comment faire, je sais pas comment je fais pour guérir de ça, moi. Là, faut aller consulter, là. Faut y aller, là. Et donc, je me suis dit, le coca, ça me semble vraiment bizarre, je vais pas mettre un truc hyper acide dans un estomac qui a du sang. Mauvaise idée. Et donc là, je rappelle les urgences. Et ils me font, on peut vous appeler une ambulance, mais si vous vous sentez bien, vous pouvez appeler un taxi. Et comme dans toutes les fois où tu vomis, t'as 10 minutes où tu te sens très bien. 2h du mat. 2h du mat, j'appelle mon taxi. Et j'ai pris juste une batterie externe dans le studio de Mafé Carlito parce que je me suis dit, mon téléphone, c'est mon seul lien qui me connecte au monde. Si jamais il tombe en rade, je suis dans la merde et tout le monde va paniquer et l'enfer. J'arrive aux urgences. Aux urgences, il n'y a personne. Il y a personne au guichet. Je peux pas On faire est plus. fermé, monsieur. 2h du matin. Oui. C'est les urgences, normalement. Oui. Et donc, j'ai vomi au shot. Et puis j'ai attendu que quelqu'un se ramène. Et après, j'ai commencé à me sentir hyper faible. J'avais plus d'énergie. C'était terrible, quoi. Et mes genoux commençaient à trembler. Je tenais plus debout. Je parlais en espérant que ma voix atteigne les bonnes oreilles. Mais je pouvais pas me concentrer, quoi. Help! C'était vraiment ça, quoi. Sauvez-moi. J'étais arrivé à ce point-là. Donc très vite, il y a quelqu'un qui est arrivé, qui m'a appelé. Et donc j'ai suivi comme j'ai pu. Et à partir de là, donc, j'ai été pris en charge. Et j'ai continué à vomir toutes les 20 minutes. Vomi. J'ai pris des photos. J'ai voulu documenter parce que je me suis dit... On pourra afficher là, les images si vous voulez. Âme sensible, ça peut tenir. Non, mais j'ai commencé à mettre plein sur mon t-shirt. Je disais aux infirmiers et tout, putain, j'ai jamais été aussi badass de ma vie. J'ai du sang sur mes vêtements. Attendez, j'en ai là un peu là. Ça fait le gars qui se bat. J'en ai sur le bord de la bouche et tout. Enfin, j'essayais de garder un peu le sourire, tu vois, de m'amuser un peu là-dedans. C'était positif. Exactement. Je suis comme ça naturellement, tu vois. Je me suis pas forcé à rigoler. C'est que profondément, je trouvais ça presque drôle de vivre un truc comme ça. Ça n'arrive tellement jamais. Ça m'amusait un petit peu au fond. Et en même temps, ça m'angoissait profondément. Et pour eux, il n'y avait pas d'urgence vitale pour l'instant. Mais arrivé à 4h30 du matin, ils m'ont transféré dans la pièce VIP. Ma sœur qui travaille au SMUR, donc aux urgences, elle m'a dit clairement, t'es allé dans la salle des urgences vitales. Donc, alors c'est une sorte de VIP, hein, mais c'est urgence vitale, vraiment. C'est une pièce blanche, très éclairée. Il y avait une grande baie vitrée à ma droite où je voyais les médecins de garde qui étaient là et tout. T'es heureux, mais pas rassuré. Les gens, quand ils venaient me voir, ils étaient grands sourires, genre bonjour monsieur. Et dès qu'ils retournaient dans leur bureau, qu'ils fermaient la porte vitrée, et bien je voyais dans leur regard qui tout de suite devenait beaucoup plus soucieux, fermé. Avec une tension, tu vois. Je vous entends pas, mais je vous vois quand même. Plus ça allait, plus je me sentais bien, reposé, apaisé, etc. Et là, j'ai commencé à me poser des questions, mais des questions qu'on pourrait se poser pour déconner entre potes de tiens, s'il te reste plus que quelques instants à vivre, tu aimerais écouter quoi comme musique, quel moment tu voudrais revivre, etc. Sauf que moi, ces questions-là, je me suis les posées en urgence de vivre. C'était grave. C'était grave, vraiment. C'est là où j'ai commencé à plein de prise de conscience. De tout commençait à être beaucoup plus simple. Et je revenais de plus en plus à ce qui était important dans l'essence. À l'essentiel. Exactement. La question, qu'est-ce que j'aimerais réécouter comme musique ? Sachant que je connais ma musique préférée, moi, dans ma vie. C'est Michael Bublé, c'est la reprise qu'il a faite de Feeling Good. C'est très jazzy, etc. Et ça m'emporte à chaque fois, j'ai envie de chanter. Et bien là, j'avais pas envie de réécouter la musique. Il n'y avait aucun souvenir que je voulais me remémorer. Parce que je savais... Tout d'un coup, j'ai eu une sorte de révélation. J'avais eu la réponse, j'avais ressenti la réponse. Je savais que mes souvenirs, j'avais pas besoin de me les repasser parce que c'était pas la fin. Je savais que ma vie continuait dans un monde un peu plus grand et que mes souvenirs que j'ai actuellement, j'allais les emporter avec moi dans ma valise ailleurs. Mais j'avais pas besoin de me les remémorer parce que j'allais pas oublier. Je savais que j'allais pas oublier puisque j'allais les emporter avec moi. Et donc, j'avais pas besoin de revivre parce que j'avais tout vécu. J'en ai un chair de poule. J'avais pas besoin de revivre parce que j'avais déjà tout vécu à 100% avant. Et j'avais pas besoin d'écouter de musique puisque la musique résonnait déjà en moi. Donc tu vois, il y a plein de prises de conscience comme ça qui ont commencé à arriver et tout. À 7h du mat, là en fait, j'ai fait un ultime vomi qui m'a puisé tellement loin, tellement d'énergie et tout. À partir de celui-là, tout d'un coup, je me suis senti hyper léger. En ressenti, j'ai commencé à flotter, etc. J'étais bien apaisé. Je partais dans un monde qui était tellement heureux, apaisant, etc.,
que même ma famille proche n'était pas suffisant à rester parce que, comme je te disais, ils savaient que je les aimais, quoi. Et en plus de ça, tous les projets que j'avais pas pu finir, tu vois, genre en ce moment-là, je réalise un documentaire sur ma famille, et bien même si j'étais pas allé au bout de ce projet-là, par exemple, bah, c'est pas grave parce que l'intention qui motive ce projet aurait suffi à rassembler ma famille, à aller au bout des choses. Et en fait, partir maintenant était pas grave. Je partais pour un mieux. J'avais la sensation de rentrer chez moi. C'est pas que je partais ailleurs, c'est que je rentrais chez moi, retrouver les miens. Et c'est ça qui est fou parce qu'en fait, j'avais l'impression de retrouver ma famille, mais une vraie famille, tu vois, de gens plus. Enfin, de gens vraiment liés à moi, quoi. Mais du coup, d'avant ma vie. Et c'est ça qui est très perturbant. T'es toujours dans ton corps là, à ce moment-là? Là, je suis toujours. Mais il y a ce truc-là où tu te sens flotter quand même. C'est compliqué parce que tout est dans le ressenti. Tu vois pas avec les yeux, tu vois avec le ressenti, tu vois avec la lumière. Tu ne vois pas une lumière, mais tu ressens tellement fort un truc que tu as l'impression de le voir, mais tu le vois pas vraiment. Après, je me suis pas vu du dessus, j'ai pas vu mon corps, j'ai pas la sensation d'avoir vu la pièce, d'avoir voyagé dans l'hôpital, etc. À ce moment-là, je n'ai jamais pensé aux regrets que j'avais eu, aux erreurs que j'avais pu faire, etc. Les trucs qui me pesaient sur ma conscience, que je traînais depuis tout ce temps en nombre, eh bien, c'était pas assez grave pour que je les emmène avec moi. Ça ne valait plus le coup que je continue à porter ce poids-là. Et c'est à ce moment-là où d'ailleurs j'ai eu la sensation de parler avec le juge de ma vie, qui était peut-être moi ou une voix à travers moi, je sais pas trop. Et ce juge de ma vie m'a dit du coup que, avant, jusqu'à ce qu'arrive ce moment-là où je traînais ça sur ma conscience, c'était une manière de purger ma peine, c'était un poids à porter comme un boulet au pied, un truc négatif, tu vois. Et maintenant, je pouvais enfin le laisser passer. Donc dans cette vie. Dans cette future vie qu'elle allait s'ouvrir à moi, quoi. Oui, mais dans cette vie-là de Elion. Oui. Enfin, peu importe d'ailleurs, à ce moment-là, je savais pas trop si j'allais revenir ou pas. Mais en tout cas, dans mon futur, ça servait à rien de continuer à transporter ça. Donc, je pouvais les laisser s'évaporer. Mais là, t'es à l'hôpital, et là, t'es tout seul dans ta vie, dans ta là, salle sur mon VIP. brancard. Et il y a personne, il y a pas de médecin autour. En fait, tout ça s'est passé en 20 secondes, je sais pas trop, moi. Parce que justement, et c'est là où justement je vais y venir, mais très vite, il y a des gens qui sont arrivés, des vraies personnes. Avec ce juge de ma vie avec qui j'ai pu échanger, c'est là où j'ai fait un topo sur ma vie, mais pas comme un dossier où tu vois tout ce que tu as vécu, pas comme un film qui défile, etc. Plus comme un retour à l'essentiel, à l'essence de ma vie. Et en fait, à ce moment-là, j'ai pris conscience que les seuls moments véritablement de bonheur, c'était tout ce qui est... c'est très cucu de dire ça comme ça, mais c'est vraiment ce que j'ai ressenti. C'est tous les moments vécus et partagés avec amour. J'étais dans un monde d'amour, où l'amour est le seul mot dans lequel baigne ce vide qui est rempli. Et donc tous les éléments, genre tu vois, le saut en parachute que j'ai pu faire, etc., tous ces moments où tu essaies de vivre des choses pour te sentir vivant, je faisais erreur. Ça me rend pas plus vivant, ça me divertit dans ma vie. C'est pas ça qui me rend heureux, ça me divertit, c'est du loisir, ça me fait plaisir tout au plus, quoi. Et donc en fait, les seules choses qui m'ont rendu profondément heureux et vivant, c'est ces choses-là faites en bienveillance, avec amour, où je transmets des choses, etc. Les moments d'amour. Ouais, c'est ça, mais d'amour, mais pas forcément amour... d'amour véritable. Oui, d'amour véritable, mais amour désintéressé, tu vois, ouais, vraiment. Et c'est à ce moment-là aussi où j'ai commencé à avoir des images de moments forts, et quelques-unes de ces images, c'était le podcast que je fais justement à la Pause M, autour de tisane artisanale. Et en fait, il y avait tellement d'échanges, tu vois, de sincères avec des gens, de transmettre aussi aux autres publics cette expérience de vie, ses pensées, ses réflexions, etc. Il y avait tellement un truc bienveillant là-dedans, relié par la tisane, que ça a fait écho à un projet que j'avais déjà depuis 1 ou 2 ans, qui était de monter une tisanerie. Et en fait, à ce moment-là, j'ai compris, et c'était ça ma mission. Et je suis revenu avec une mission, et je me suis accroché à ça pour vivre. Parce qu'à ce moment-là, on m'a dit, non, tu ne peux pas partir maintenant. Tu as plein d'amour à apporter encore au monde. Et l'amour à apporter, tu peux le faire via la tisanerie. Et c'est le projet que tu dois concrétiser. Et c'est vraiment le message, la mission que j'ai entendu, ressenti. Et c'est pour ça que maintenant, je me suis tellement accroché à ça. C'est le seul événement, c'est le seul élément. C'était plus fort que la famille. Je suis pas revenu pour la famille, je suis revenu pour concrétiser ce truc-là. Et donc, si je le concrétise pas dans ma vie maintenant que je suis revenu, ce que j'avais ressenti, ou comme si je chiais à la gueule du juge de ma vie, tu vois. Et je peux pas passer à côté de ce truc-là. Par rapport à ton âme, à ton propre âme, c'est-à-dire que tu fais pas... C'est mon chemin de vie, ça doit être ça.
Quand t'es connu, t'as une force pour toucher plus de monde. Ouais. Mais je sais pas quoi faire exactement. Je savais qu'il fallait que j'aille dans cette direction, mais je savais pas pourquoi. Et donc c'est pour ça après où j'ai voulu toucher l'audiovisuel, parce que c'est un langage universel, tu vois, on touche l'émotion, le visuel, etc., le son, etc. Donc j'ai continué à aller dans cette voie-là, mais sans savoir exactement. Puis après, j'ai voulu être acteur profondément, parce que je voulais vivre plusieurs vies en une, parce que j'étais ultra frustré. Il y a tellement de choses à découvrir, il y a tellement de nuances dans la vie que je me suis dit, la seule manière de vivre plusieurs vies en une, c'est d'être acteur, comédien. Et donc j'ai continué à aller dans cette voie-là, mais ce qui me semblait être une bonne direction, mais je savais pas l'objectif, je savais pas la destination où j'allais. Et ce qui est très drôle, c'est que d'avoir vécu ça maintenant, ça fait écho à ce que j'étais plus jeune où je voulais être connu, et maintenant je sais pourquoi, je sais quoi faire et dans quelle direction. Et c'est comme si il me manquait une clé, et j'ai eu la clé pour déverrouiller le truc, et maintenant j'ai le cap, le plan, y a plus qu'à. Donc c'est drôle à dire comme ça, parce que quand je dis que ma mission de vie, je suis revenu pour une tisanerie, ça peut prêter au sourire, quoi, mais en tout cas, il y a tellement de bonnes intentions derrière. Ouais, c'est ça auquel je me rapproche. C'est pas vendre des sachets de tisane, c'est remettre en avant des gestes et des savoirs ancestraux qui sont en rapport avec les plantes médicinales. C'est faire vivre le territoire avec des gens locaux, passionnés, créateurs. C'est faire revenir sur le devant de la scène la nature, créer un écosystème durable, faire revenir la biodiversité. Et c'est aussi soutenir la... Mon but, c'est de prendre une partie des recettes et de la tisanerie et de créer une cagnotte pour soutenir la création, donc des projets de créateurs. Comme moi j'ai pu vivre avec le Fantaixu, c'est une main tendue, c'est une perche un peu pour transmettre des choses, parce qu'il y a plein de gens qui ont des messages à transmettre, de l'amour à transmettre, mais qui n'ont pas les moyens de le faire, qui n'ont pas forcément l'équipe pour le faire. Alors avant de revenir sur la tisanerie et où t'en es rendu dans ce projet, on va finir avec l'hôpital. Ah oui. Et donc à ce moment-là, ils sont arrivés. C'est à ce moment-là où très vite, il y a 6-7 personnes qui sont arrivées, 7-8, je ne sais plus exactement, mais qui sont arrivées d'un coup à côté de moi. Okay. J'ai compris que c'était la panique totale. Il y a eu une effervescence où j'ai l'impression d'être dans de Dr House ou Grey's Anatomy. Ah oui, complètement. Hein. C'était quoi, ta tension qui chutait Ma tension a chuté d'un coup et mon rythme cardiaque s'est emballé. J'ai vu sur les rapports que j'étais parti en syncope plusieurs fois, donc perte de conscience, et je reviens après en conscience. Ah oui. C'était vital. Il faut savoir que j'ai vomi toute la nuit du sang. Je suis redescendu à 8 ou un peu moins, je crois, de grammes d'hémoglobine, ce qui était ridicule. Et donc c'était urgence vitale. J'ai traversé l'hôpital à toute allure, tout était dans un flou artistique, les lampadaires, enfin les lampes au plafond floues. Ça, le shutter était au 10e. Complètement, c'était vraiment ça. Et le visage des gens à côté de moi, c'était comme une espèce d'aquarelle, mais qui commence à se flouter un petit peu dans la vitesse, etc. C'était très beau. Et j'entendais les gens qui me disaient non, paniquez pas. Et j'étais là, mais c'est vous, paniquez pas. Moi, ça va. Et moi, j'étais en mode, si vous saviez dans quel bonheur je suis là, dans quelle béatitude je suis. Et j'étais très bien. Ils m'ont même pas opéré dans un bloc opératoire, ils m'ont opéré dans une chambre. On va l'endormir à la quai et tout. À la quai? Mais la quai, c'est de la kétamine. La kétamine? Mais du coup, je dis au mec... Trop bien. Et je dis, mais c'est quoi, c'est de la kétamine? Il me fait, ouais. Je dis, oh là là, j'ai voyagé de fou. Et il me fait, ouais, profitez bien. Et je dis, mais je voyageais déjà avant. Oui. Alors là... mais je me souviens de tout, hein. Tout était... j'ai eu une conscience de fou sur tout ce qui se passe. Je peux te décrire exactement ce qui se passait, comment... j'étais partout connecté, sur tout, quoi. Tout se mélange entre ce que je vois, le ressenti, les pensées, ce que j'anticipe. Hyper conscient. Hyper conscient, complètement. Et c'était super. La montagne, les chevaux, la vallée, la nature. Et dans le rapport, après, c'est marqué qu'ils m'ont mis dans le coma pour pouvoir m'opérer et tout. Mais j'ai pas l'expérience d'un ressenti chimique, tu vois. C'est... à partir de ce moment-là, j'étais donc dans la nature, les vallées, j'étais dans Yellowstone, j'étais dans le Montana, c'était super. Enfin, je voyais la brise caresser l'herbe, et en même temps, j'avais l'impression d'être cette herbe caressée par l'air. Je voyais un spectacle magnifique dans le ciel de couleurs irréelles. J'étais dans un lieu où tous les sens sont mixés, et j'étais... ma peau était ce que je voyais. Enfin, je sais pas comment dire ça. J'étais un tout, j'étais le monde, j'étais la nature, Et après, je me suis réveillé. Et après, donc, retour à la vie concrète, matérielle. Oui. Et elle fait pas plaisir, celle-là. Elle était moins agréable. Quelques temps après, alors ça sonnait partout, hein, faut imaginer, je suis roulé partout, je suis en réanimation pendant 2 jours. Je suis connecté de partout, les constantes, les machins, ça sonne, la lumière, le truc, impossible de dormir, quoi. Et là, il y a 3 médecins qui sont arrivés le soir. Et ils m'ont dit que le seul truc qui m'a sauvé, c'est ma jeunesse. C'est d'avoir un corps qui a résisté à ce qui s'est passé.
parce que c'était tellement le bordel à l'intérieur que je leur ai foutu une frayeur. Donc il y avait 2 ulcères, dont un qui faisait plus de 3 cm. Et 2 à l'estomac. De l'estomac, ouais. Et plein de lésions ulcéreuses partout. Donc j'étais un gruyère. Et à tel point que quand ils voulaient clipser, refermer les ulcères, eh bien ça déchirait la muqueuse qui était à côté. Donc en fait, à chaque fois qu'ils essayaient de toucher un truc, ça se pétait et donc ça pissait le sang comme pas possible. Et donc ils sont allés au spray, au machin. Ils ont cimenté mon estomac à fond, à tel point que j'ai pas eu faim pendant une semaine. C'était point positif. Et ouais, c'est le bordel quoi. Et ils étaient pas sûrs d'avoir bien réalisé le truc. Parce que ça baignait dans le sang, donc ils n'avaient pas vu. Et tu devais quand même avoir mal avant. Et je n'ai jamais eu mal. Je n'ai jamais ressenti de douleur. Et c'est ce qui a rendu l'événement, enfin l'expérience moins compliquée à traverser. Mais même avant, jamais. Les ulcères, ils sont apparus comme ça. Comme ça. Alors il y a pu avoir un terrain un peu fragilisé en amont. On n'en sait rien, de toute façon on peut pas revenir en arrière. Mais par contre, non, j'ai signé d'un coup et d'après leur piste. Dès que ça a démarré, ça a été en escalade et voilà. Mais je n'ai jamais ressenti de douleur et ça me semblait bizarre parce qu'un ulcère c'est quand même un trou quoi. Du coup, je dois suivre un traitement à vie par contre maintenant. Un petit comprimé tous les jours comme les petits vieux. Des IPP, donc c'est pour diminuer l'acidité. Peut-être une semaine ou deux avant que ça arrive, McFly était venu me voir pour me dire bon là vraiment, tu travailles beaucoup trop en ce moment pour nous, il faut qu'on parle, etc. Ensuite, il y a eu un truc de, je sais pas, d'introspection, un truc que je fais pas tant, mais là je faisais que ça quoi. C'était pareil, peut-être 2 semaines avant où je faisais que ça, où je rentrais le soir, je profitais de mon petit chemin à pied pour rentrer chez moi, pour réfléchir, partir en réflexion avec moi-même, et j'ai commencé à écrire sur des thématiques, des très grandes thématiques comme l'art, l'amour, l'héritage, etc. Et des trucs où tu pars tout seul avec tes pensées, et ça me prenait tellement à cœur, et j'avais tellement peur de perdre ces petites voix intérieures qui me parlaient pour écrire, que des fois je rentrais chez moi avec mon manteau, j'étais contre le mur et j'écrivais pendant 1 heure sur mon téléphone, debout dans mon appartement alors que j'étais arrivé quoi. Et j'avais trop peur de perdre ma pensée, donc je ne sais pas bouger quoi. Et donc j'ai fait ça beaucoup. Sinon tu as le dictaphone, comme ça tu... Ouais, mais c'est chiant parce que bref, ouais, faut renoter et tout. Et en fait, ça m'arrivait tout seul. Ta première pro, hein, sinon tu balances ta voix et hop, il écrit tout. Oui, c'est vrai. Mais là, il y avait un truc de... Ça marchait par l'écriture, quoi. Ouais. J'avais directement des phrases en style littéraire qui m'arrivaient, mais des fois... D'ailleurs, j'ai mis quelques extraits dans le livre. C'est que des fois, c'était presque comme une chanson. J'entendais des paroles de chansons et j'écrivais avec des rimes et des machins. Et ça me venait naturellement en rime, quoi. Je forçais pas le trait. C'est comme si tu fais de l'écriture... comment on dit, automatique. Automatique, ouais. Et en fait, je réfléchis même pas, quoi. J'écris. Et en fait, je lis le truc. Je me dis, putain, mais en fait... c'est fou ce que je viens d'écrire, quoi. Autre élément, c'était le week-end même où c'est arrivé, où j'ai eu ma crise, là où je partais de l'hôpital. Eh bien, j'ai commencé à écrire une nouvelle histoire, un roman, un scénario. Un nouveau chapitre de ma vie. Ouais, mais c'était vraiment un roman, tu vois, un truc de fiction. Et j'ai commencé à écrire le vendredi soir. J'ai écrit toute la journée du lundi et toute la journée du dimanche. Mais parce que j'avais une sensation d'urgence d'écrire. Il fallait absolument que je sorte ça de ma tête. Je sais pas pourquoi, mais il fallait que j'écrive et j'ai fait que ça durant tout le week-end. Et pourtant, j'avais plein de trucs à gérer. Et donc, tu vois, je me suis pas dépensé. Et quand le dimanche, j'étais fatigué parce que j'avais justement eu ulcère, etc. Mais je m'étais resté pour moi sur ma chaise pendant 2 jours, donc j'avais rien fait de fou, quoi. Et en plus, j'écrivais pour moi, donc ça allait, quoi. Mais il y avait quand même ce ressenti d'urgence d'écrire. Et heureusement que j'ai écrit, que j'ai mis le point final le dimanche après-midi, enfin soir, puisque je n'ai pas pu continuer d'écrire pendant toute la semaine, puisque j'étais hospitalisé. Ouais. Et donc, cette urgence d'écrire, heureusement que je l'ai écouté, parce que sinon, j'aurais été dans la merde, quoi. T'as pas une explication sur le fait que d'un seul coup, ton corps, il a vrillé? Après, il y a différentes choses, tu vois. Les médecins, pour eux, c'était tellement le bordel à l'intérieur qu'ils m'ont demandé si j'avais été intoxiqué, empoisonné, ou si je me droguais. Mais pas drogué, genre, vite fait, hein. C'est genre si je me piquais, etc. Parce que c'était vraiment, vraiment violent. Ils avaient vu un truc hardcore, quoi. Il n'y a pas de cause établie pour l'instant. Il y a peut-être des pistes de trucs, rien de défini, et donc c'est le flou artistique pour l'instant. Tu as écrit ce livre à la suite de l'hospitalisation? Ouais. Et très vite, j'étais encore hospitalisé que j'ai commencé à écrire. Okay. Et parce que j'avais peur d'oublier la conscience élargie, la clairvoyance que j'ai ressentie à ce moment-là. C'est que tout semblait plus simple. La vie semblait plus simple. Mon chemin de vie
était éclairé tout du long avec plein de LED là. Et je voyais où il fallait que j'aille. Tous les éléments perturbateurs à côté, de distraction, etc. Tout se révélait facilement, de manière évidente. Et je voulais pas perdre ce ressenti de clairvoyance. Et donc je l'ai écrit plutôt pour moi, comme un ancrage, comme un phare dans ma vie, pour savoir si jamais j'oublie, tu vois, si je me fais happer par la vie, pour savoir, non, il faut que je retourne dans ce chemin-là parce que c'est lui le bon, quoi. Et je l'ai écrit aussi pour transmettre aux autres parce que c'est tellement, c'est un témoignage, tu vois, de ce que j'ai ressenti et tout. Ouais. C'est très intime. Et d'ailleurs, c'est tellement intime que sur des trucs où moi j'ai vraiment peur, tu vois, de le montrer aux gens, quoi. Mais il faut que je l'offre aux gens. C'est un témoignage, il faut que je mette à disposition pour les gens, quoi. Pour l'instant, le livre, on peut le retrouver où? Il est autoproduit? Alors, c'est autoproduit, oui. Je mettrai à disposition un site internet pour le retrouver et ce sera plus simple. Et je te filerai le lien avec Au grand plaisir. moment où on postera la vidéo, Oui. peut-être on aura déjà normalement, des pistes et on mettra ça. Ouais. dans la Je fais description. tout pour sortir au courant d'été. Donc aujourd'hui, tu as eu des révélations à travers cette expérience à l'hôpital. Tu as écrit le livre. Tu veux essayer de mettre en avant cette tisanerie. Ça fait 2 ans, tu me disais que c'était un projet, mais on pensait plus qu'autre chose. Donc la tisanerie, ça va te ramener un peu à la nature. Tu es à Paris, tu travailles, mais je sais que à la Baule, tu fais des petites choses dans les jardins. Tu avais fait un trou. Dans les jardins. Dans les jardins dans de le mes jardin parents. de mes parents, déjà pour commencer. Tu avais fait il y a 2 ans, je crois, Un truc comme ça. tu avais créé une mare. Creuser à la pioche. Creuser à la pioche. À la suite de la rencontre avec Nicolas Mérieux, est-ce que, Nicolas, si tu passes dans le coin, et je crois que tu passes dans le coin d'ailleurs dans pas très longtemps, tu pourras venir me voir. Nicolas, on l'a rencontré, on a travaillé avec lui pour la Fondation pour la Nature et l'Homme, Ouais. et on a fait quelques vidéos, c'était très sympa. Est-ce que c'est pas à ce moment-là que ça a propulsé finalement aussi le projet de revenir à la Terre? Et je pense qu'il y a un lien, forcément, parce que de toute façon, toutes les expériences qu'on vit. Plusieurs éléments. Oui, hein. voilà, forcément, ça nous touche, etc. Après, j'étais déjà très sensibilisé depuis très jeune à la nature. On nous sensibilisait à la nature, à l'écologie, à la biodiversité, etc. Mais bon, comme un truc plutôt. C'est bien de le faire, mais comme on nous l'impose, ça vient pas de nous-mêmes à l'intérieur, quoi. Ouais. Mais bon, ça reste pas moins une sensibilisation. Je faisais le potager depuis très longtemps avec mon père dans le jardin, etc. Potager rarement réussi, mais bon, potager quand même. Et oui, on a travaillé pour la FNH il y a 2 ans, un truc comme ça. Ouais. On avait rencontré plein de bénévoles, de gens qui font avancer les choses, qui sont pas en avant sur les réseaux, etc. Mais Pas du dans tout. l'ombre, ils font avancer leur petit train, leur chemin public. Je me souviens très bien du corridor végétal que nous expliquait une asso à Lyon, qui nous expliquait tout ça, tu vois, faire plein de petits terrains potagers, mares et tout en centre-ville pour faire un corridor végétal pour que les pollinisateurs et tout traversent la ville, etc. Pour amener la vie dans la ville. On filmait tous les gens qui plantaient les arbres, les buissons, les machins et tout. Et c'est pareil, le potager que je fais dans le jardin de mes parents, il y a un chien, donc pour l'instant on a mis une barrière avec un grillage. Mais j'ai planté tout du long, groseilliers, cassis, des murs et tout, pour créer une haie végétale et fruitière, pour que ça remplace progressivement le grillage, parce qu'il y aura tellement de piquants, etc., que la chienne ne pourra pas passer. Et pourtant, ça va aussi ramener plein d'oiseaux, de végétaux, d'insectes, etc. Donc, tu pourras même les manger, les exactement. fruits. Tu vas à la vitesse de la nature. Bien sûr. Tu fais partie de la nature et tes mouvements impactent la nature, etc. Et en fait, j'étais récompensé par un petit rouge-gorge qui venait me voir prendre les petits verres à la fin. Et on se regardait et c'était super, quoi. C'était mon pote. Il y a un mec sur YouTube qui a une chaîne, enfin il y en a plusieurs, qui il travaille qu'avec des produits mécaniques. Ouais. Donc il passe la tondeuse, c'est une tondeuse mécanique, travaille à la faux. Mais c'est pareil, tu vois, c'est super. Mais c'est super. Et Aucun bruit. Et complètement. Et les haies là dans le jardin, je rouspète à chaque fois que mon père il prend la cisaille et tout, parce que ça fait un boucan de fou. Moi, je prends ma petite pince là, Ouais. et je fais les petites haies comme ça. Tac, 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 tac. C'est très long, Ouais. mais en fait, tu savoures l'instant. Ça fait bien les bras aussi. Alors, ça fait du sport sans t'en rendre compte. Bien. Et c'est pour ça d'ailleurs que je fais ça à la pince. Mm. Et aussi, t'es tranquille, t'avances à ton rythme, tu penses en même temps. Et puis on s'en fout d'aller vite, puisque tu savoures l'instant. Et ça, c'est une des révélations que j'ai eues vraiment à l'hôpital. C'est que jusqu'à présent, pour te dire, j'optimisais mon temps à un point où tout était détaillé sur mon planning.
Quand est-ce que je me réveille, quand est-ce que je prends ma douche, quand est-ce que je travaille, quand est-ce que j'ai tel rendez-vous, quand est-ce que je mange. Tout était détaillé, j'avais un créneau pour tout dans mon planning. Ma journée, c'est que des créneaux qui s'enchaînent de tôt matin à tard le soir. Et en fait, je me suis rendu compte que on peut optimiser l'énergie, on peut optimiser, je sais pas moi, l'efficacité de quelque chose, d'un mécanisme, etc. Mais on ne doit pas optimiser le temps. Parce que vivre pleinement les choses, ça demande du temps. Et pour ressentir ce truc-là, il faut qu'on se pose, il faut qu'on prenne le temps de vivre. Et donc c'est pour ça que d'aller lentement à faire ma haie, en fait, c'est pas grave parce que je vis pleinement le truc. Et je me sens plus heureux à faire ça qu'à passer avec une cisaille et à tout faire en 30 minutes, quoi. Donc je suis dans une autre démarche maintenant de prendre le temps de faire, de prendre le temps de vivre. Et donc maintenant, le matin, je fais mon petit déjeuner, je mange et je fais rien d'autre que manger mon petit déjeuner. Et je savoure en pleine conscience mon petit déjeuner. Et je sais que au moins quand j'ai fini, je l'ai vécu pleinement, je peux passer à autre chose. Et j'ai pas ce truc-là de... Je sais pas, de... Non, je l'ai vécu... Enfin, j'ai mangé, j'ai savouré chaque saveur de chaque bouchée. Ma vie est beaucoup plus heureuse comme ça, vraiment. Là, t'es dans l'instant présent. Et ça n'empêche pas de continuer à optimiser quand même l'énergie, tu vois, les transports, les machins. Mais c'est pas pour gagner du temps, c'est pour gagner de l'énergie. Donc c'est un peu différent la démarche. Là, tu remanges le matin alors. Donc là, c'est là où, justement, par rapport au jeûne intermittent, j'ai switché parce que ça m'arrangeait pas. J'arrivais pas à caler du sport. Parce qu'en fait, là, c'est cool. Là, je suis à la boule, je peux faire du sport en taillant les haies, c'est cool. Mais quand je suis à Paris, le cul sur ma chaise toute la journée, tu peux pas tailler les haies. Et je fais pas beaucoup de sport. Et il y a moins de haies à tailler. Et donc, je voulais faire un peu de sport. Le problème, c'est que quand je mangeais le soir, j'ai pas fait de sport après manger parce que sinon je suis cuit, j'ai pas d'énergie, enfin c'est l'enfer quoi. Sinon il faut dire que je fasse mon sport avant de manger, mais comme il fallait que j'attende que toute la prod s'en aille des studios pour faire mon sport, il faut que j'attende 20h 21h pour faire mon sport. Donc si j'attends 21h pour faire du sport et que je mange à 22h, je me couche à je sais pas quelle heure et je suis complètement décalé. Et le rythme de vie me correspondait pas du tout, j'avais du mal à trouver une hygiène de vie qui est saine quoi. Et donc c'est pour ça que j'ai inversé les choses. Maintenant, je préfère me coucher très tôt. Donc, quand je finis mon taf, je fais 2-3 activités personnelles pour mes projets perso jusqu'à 21h30. Et après, je vais me coucher et je me réveille tôt le matin. Je déjeune à 6h et quelques. Et après, je commence ma journée. Et du coup, je mange matin, midi et plus soir, après-midi soir. Enfin, j'ai un peu inversé, quoi. Ouais. Et c'est tout aussi bien. C'est mieux comme ça. Et comme ça, à Paris, je peux faire mon sport le soir. Tu arrives à gérer ton taf à Paris et en même temps gérer le potager et un rythme un peu différent sur la boule. Comment tu... Là, actuellement, j'ai fait réunion avec ma fée Carlito pour leur dire que je souhaitais arrêter une partie du taf à la rentrée 2025, en septembre, puisque les priorités que j'ai sont plus les mêmes maintenant. Je me reconnais moins dans certaines missions parce que ce que j'ai traversé m'a bouleversé quand même pas mal. Et puis, c'est aussi pour libérer du temps pour me focaliser sur les projets que je veux lancer parce que je peux pas l'inventer le temps. Donc si je pars de quelque part, c'est pour le retrouver autre part. Et c'est pour faire quelque chose qui me parle un peu plus, pour me reconnecter à mon chemin de vie vrai, quoi. C'est pour ça, et là, en ce moment, c'est un peu une phase de transition dans différents rythmes de vie, mode, boulot, projet, etc. Il y a un grand truc aussi, c'est que je suis entouré. C'est que dans les projets que je fais et tout, je suis pas tout seul à tout gérer. Je délègue pas mal de choses pour mes projets perso. Maintenant, j'ai 2 monteurs et demi, 2-3 monteurs qui bossent avec moi. Donc, je ne m'occupe plus d'aucun montage pour mes réseaux. Et ça me libère beaucoup de temps aussi pour faire d'autres choses. Donc voilà, en fait, il n'y a pas de secret. Hein. Si tu veux gagner du temps, il faut déléguer. Et c'est pas facile de déléguer. Si on revient à Fanta XU, tu gagné en 2018, tu rentres finalement dans le YouTube game à ce moment-là. Qu'est-ce qui fait que tu es arrivé là à McFly et Carlito? Ouais, c'était tout un chemin, une traversée du désert. Donc il y a eu Fanta XU, concours que plein de jeunes ont entendu parler sur YouTube, et ça m'a apporté plein de contacts. Un fameux chèque de 100 000 euros potentiel et un contrat à Webedia. Ça n'a pas été game changer dans ma vie. En revanche, les rencontres que j'ai fait à travers Fanta XU ont changé ma vie. Notamment une, il n'y en a qu'une seule d'ailleurs, c'est Ludoc, qui j'ai sympathisé, donc qui est réalisateur de plein de courts-métrages sur le web, etc., de documentaires et compagnie. Lui, on a sympathisé, m'a mis sur quelques projets de missions, de prestations que lui, il avait. Et un jour, il m'a proposé de réaliser le making-of du clip Je Scroll de McFly et Carlito, qui est sorti en 2021. Ouais, je me souviens.
Moi, j'ai fini Fantaxu en 2018. Donc, entre les deux, je n'ai jamais reparlé à... D'ailleurs, je n'ai jamais parlé à Mafek Carlito pendant Fantaxu. C'était pas mes coachs, mes mentors. Donc, j'avais aucun lien avec eux. Hein. On se croisait du regard, c'est tout, quoi. Et quand je suis arrivé sur le tournage du clip, ils m'ont dit, mais c'est trop cool de te revoir, mais qu'est-ce que tu fais là? Et donc, on fait le making-of ensemble, ça leur plaît de fou. Et comme j'étais dans les coulisses et que je savais qu'ils allaient partir en tournée pour leur album 3 mois après, eh bien, je me suis dit, bon, c'est maintenant ou jamais de proposer mes services pour faire le making-of du clip, de la tournée. Et donc, je propose mes services et ils me font, bah, ça tombe bien. Il se trouve que notre réal, avec qui on bosse, il attend un enfant et tout, et il peut pas partir avec nous pour la tournée parce qu'il est pas dispo. Et donc on cherche quelqu'un. Et là j'étais, bah là les destins s'alignent, là c'est super. Et donc ils m'ont testé en studio pendant des mois et des mois et des mois. Et je suis parti après en tournée avec eux en tourbus. Et donc j'ai passé, en gros c'est étalé sur 1 an, mais j'ai parti en gros 1 an avec eux. Et c'était super. Tu crées des liens de fou quand t'es en tourbus, tout le monde dort l'un sur l'autre, littéralement. Et c'était super, et c'est une vie un peu parallèle, et c'était vraiment génial. Décembre 2022. C'est là où ils font burn-out, arrêt total, on stoppe tout, quoi. Et moi, j'étais en mode, c'est con parce que moi, j'ai arrêté toutes mes prestations à côté, parce que je me focalisais avec eux pour tout, quoi. Ouais. Donc, j'ai perdu tous mes contacts, tout mon réseau, et j'ai pas de garantie qu'ils reprennent, quoi. Et encore moins avec moi. Donc là, j'étais un peu comme un con. Mais parce que t'avais dit quoi à toi? Rien. J'ai appris comme tout le monde qu'ils arrêtaient de bosser jusqu'à durée indéterminée. J'ai eu 0 nouvelles. Et arrivé en juillet 2023, ils me rappellent pour me dire qu'ils ont monté un studio à eux à Paris et qu'ils voudraient un monteur pour bosser sur les projets et tout. Et donc ils m'ont testé en tant que monteur, j'ai fait 2-3 vidéos et puis en fait très vite mon job a changé et je suis arrivé à Paris dans le studio pour être plutôt responsable... comment dire ça? C'est quoi, responsable de prod Non, mais des médias, tous les rushs des tournages passaient entre mes mains. Et moi, je les archivais dans des serveurs et je redonnais les accès aux monteurs. Et puis, je filmais, j'étais présent sur place pour filmer des TikTok, des machins, des trucs. J'étais le vidéaste sur place, facile d'accès. Et bon, ça, c'était la mission de base, mais très vite, ça a évolué. Enfin, j'ai changé 15 fois de mission là-bas. Et en fait, j'ai tellement de missions parallèles que c'est compliqué de me donner une étiquette, quoi. Donc maintenant, je suis passé à la réal des émissions en studio. Ouais. On te voit de temps en temps. Ouais, de temps en temps. Là, justement, j'ai demandé à lâcher progressivement la partie où je gère un peu les médias informatiques, etc. Parce que c'est très chronophage. Après, il faut un homme de confiance, quoi. Quelqu'un de confiance. C'est bien le problème, c'est que en fait, ils te font confiance, donc c'est pour ça que tu fais cette partie. Mais et puis parce qu'il y avait une remise en forme à faire, c'est que c'était le bordel. Hein. Moi, j'ai récupéré d'un coup 30 ans de médias. Mais d'un coup, hein, un tsunami de rush. De tout, hein, de relevés de notes, de photos de famille, de souvenirs personnels. J'ai reçu 30 ans de tsunami. Enfin, en tsunami. Et donc là, j'essaie de tout trier et tout, et c'est un projet qui est faramineux, quoi. Donc j'ai du mal à le faire, en parallèle de mes 1000 casquettes. Et il y a beaucoup de trucs très personnels. Et donc oui, il faut quelqu'un de confiance pour le faire. Ils sont comme on les voit. C'est les mêmes. Tout ce qu'ils font, c'est que du bonus pour eux. Ils se font plaisir, ils s'amusent, et en fait, c'est 2 gosses qui s'amusent, quoi. Ouais. Tout simplement. Il faut pas chercher plus loin, hein, c'est juste ça. Après, ils ont évidemment une équipe à faire tourner, etc. Et donc non, ça se passe très bien. Ils sont très cool. C'est des bons potes. Enfin, c'est super. Ton émission, La Pause M, vous êtes 2 animateurs avec Nit. Vous avez un invité, 2 invités parfois? Ouais, ça dépend. Vous avez fait combien d'émissions pour l'instant? 27, 28. Qu'on peut retrouver sur ta chaîne YouTube. On peut retrouver sur la chaîne YouTube, La Pause M, c'est sur une playlist. Et sur Spotify aussi, en podcast. Ok. Vous parlez de quoi? Alors, c'est très simple. J'invite toujours des créatifs, du comédien au chanteur, en passant par l'auteur, enfin tout ce qui touche à l'artistique, à la créativité, sur tous ces aspects. Les formats, c'est 45 minutes. Ouais, on tourne autour de 45 minutes, 1 heure par émission. Okay. Mais beaucoup plus tourné. Je crois que ça va être 4h50 le record qu'on a, un truc comme ça, avec Damien Gilbert. Et l'émission, elle fait 45 minutes, 50 minutes sur YouTube. Ouais. Donc on a beaucoup coupé. Vous trouvez ça sur ta chaîne YouTube, Elion? Ouais, Elion Show. Elion Show, on mettra les liens dans la description également. Et sur Instagram, j'ai mis un lien. De toute façon, sur Instagram, sur mon compte Instagram, j'ai tout redirigé, tous les liens de tous les projets. Il y en a tellement. Donc tout est plus simple. Juste le lien dans ma bio Instagram et il y a tout normalement. Et sur TikTok. Et sur TikTok. Également. Réseaux sociaux, on peut en parler justement, on y est.
Ça marche bien, TikTok, ça fonctionne. Est-ce que tu as des retours? Comment tu gères tes réseaux sociaux? Ah, ça donne de la visibilité. Et derrière, toi, qu'est-ce que tu cherches? Tu cherches pas des clients, toi, c'est pas comme ça que Non. tu fonctionnes. Tu Non, cherches non. à Non, transmettre. on peut vite tomber dans un espèce de compromis entre ce que les gens veulent voir et toi, ce qui t'anime, pour toucher du monde, toucher de nouvelles personnes, créer du lien, créer de la régularité, etc. Et c'est un truc dans lequel j'ai pas envie de tomber. Ça va du podcast au concept Unleash sur Super, où c'est tout le côté dépassement de soi. Tu vois, j'ai fait du tir à l'arc à cheval. Oui. J'ai essayé de tester des rampes de skate. J'ai essayé j'ai essayé plein de trucs. Et c'est pas fini d'ailleurs. Et donc ça, c'est le côté un peu dépassement de soi, en mode si moi je peux le faire, vous pouvez le faire. T'avais rencontré Super Echo? Oui, bien sûr, Super Echo que je connais bien. Non, je l'ai reçu même sur le podcast. Okay. La vidéo n'est pas sortie encore, mais on l'a reçue. Donc, j'irai voir ça. Les réseaux font partie de ma vie de manière intégrante. Mais pas pour être populaire. Comme je disais, le truc de base, c'est plus pour pouvoir toucher à grande échelle. Partager, etc. Mais bon, du coup, il faut être présent sur TikTok. Enfin, il faut être présent. On te dit qu'il faut être présent sur TikTok, Short, Instagram, etc. J'ai lancé une émission de cuisine aussi en parallèle. Donc, il y a une chaîne de YouTube de cuisine. Mais comme ça n'a pas de lien avec mes projets perso, j'ai pas mélangé les deux pour créer une communauté un peu séparée. Sans compter les comptes Instagram, TikTok et compagnie. Donc non, ça fait pas mal de choses à gérer, ouais. Ce qui est paradoxal, c'est que même si je diffuse beaucoup de vidéos, un flux tendu, je suis pas un consommateur de réseau. Mais alors, vraiment pas, quoi. Ah ouais? Mais jamais, je n'ai jamais été un consommateur. T'as pas le temps. Tout ce que j'apprends, je regarde. Tout ce qui m'apporte rien, tout ce qui est divertissement, je ne regarde pas. Donc oui, pour répondre à ta question que tu n'as pas encore posée, je ne regarde pas les vidéos de McFly Carlito. C'est ça la question. Je ne regarde aucune vidéo parce que ça... Déjà, tu l'as vécu, tu étais en direct. Déjà, c'est un premier point. Donc, et puis ça me parle pas, tu vois, dans ma manière de consommer, en tout cas, les réseaux. Ça te permet de pas perdre ton temps voilà. sur... des choses futiles et pas essentielles, quoi. Qui vont pas te faire grandir. Oui, ça n'empêche pas que participer à ce genre de choses m'amuse, parce qu'en fait, quand tu participes à des vidéos comme ça, t'es pas spectateur, tu partages un vrai moment physique, humain, d'émotion, etc. avec les gens. Donc en fait, vivre du divertissement n'est pas du tout pareil que regarder du divertissement. Si tu vis déjà tous les tournages avec eux, si tu dois aussi te les regarder après sur le... Et à un moment, tu faisais aussi les montages, donc j'en ai fait quelques-uns. Tu vivais déjà le truc à l'intérieur. Plus. Ouais. Mais par contre, il y a la directrice de prod Blanche qui, elle, regarde les vidéos 3, 4, 5 fois en boucle pour vérifier que tout est bon avant diffusion. Oui. Et là, je fais, putain, c'est courageux. McFly et Carlito, ils sortent une vidéo, toutes les... 3 vidéos par semaine. Donc c'est un sacré rythme. Hein. Nous, derrière, dans l'ombre, là, ça carbure. Hein. C'est un sacré rythme. Donc c'est pour ça, en fait, c'est pour ça que je regarde pas les vidéos non plus. C'est que ma vie ne gravite pas autour de McFly et Carlito, quoi. Ils sont très importants dans ma vie, mais pas l'élément central. Et d'ailleurs, c'est marrant parce qu'à chaque fois qu'ils donnent des références McFly et Carlito, quand on est en réunion, etc., j'en ai aucune. Je suis pas très jeu vidéo. Les mangas, je suis pas sensible à ça. Les références du web et tout, je les ai pas, quoi. Ouais. Et donc, en fait, ils donnent plein de références à plein de trucs et je suis en mode, j'en ai aucune. Et d'ailleurs, leur agent Camille se fout de ma gueule à chaque fois parce que je sais très bien que j'ai aucune référence. Après, t'as des références dans le monde du cinéma. J'ai d'autres références, pas tant, mais j'en ai quelques-unes. Mais dans le cinéma, j'en ai pas tant. Hein. Non, j'en ai pas tant. Leonardo DiCaprio, tu connais? Attends, laisse-moi réfléchir. Vite fait. Non, mais oui, mais je connais les grands noms, mais je suis pas trop l'actualité. Je pars du principe aussi que tous les éléments réellement importants pour moi, j'ai pas besoin d'aller les chercher puisqu'ils vont venir naturellement à moi. Okay. S'il y a une météorite qui tombe quelque part, j'imagine que quelqu'un en parlera. Et donc si quelqu'un en parle, c'est que ça sera une importance dans ma vie. Mais que Katy Perry aille dans l'espace... A priori, ça arrivera pas jusqu'à ton oreille. Je suis abonné à GoDecrypt sur Instagram, du coup je l'ai vu. Mais en fait, ça m'a remis en question même sur mon abonnement à GoDecrypt. Je te jure que c'est vrai. Je me suis dit, est-ce que je me désabonnerais pas du GoDecrypt? Parce qu'en fait, j'ai plein d'infos, mais elles sont pas... ce qu'elles te font grandir, quoi. Ouais, non, elles apportent rien, quoi. Des personnes inspirantes pour toi. Carlito a cette faculté à être authentique. Peut-être parfois un peu trop, bien qu'il m'a dit qu'il travaillait dessus. Mais non, il est très authentique et on sent qu'il est lui à 100% et qu'il est très à l'aise avec ça. Je dis ça pour Carlito, mais pour McFly c'est pareil. Quand j'y suis en tournage, ils évoluent en interaction avec les gens de manière hyper naturelle, etc. Et c'est des modèles un peu sur la confiance en soi. C'est que le fait de partager tout ça avec eux, tous les événements, tous les tournages qu'on fait, tous les trucs, oui, ça me fait rêver un peu sur la confiance en soi.
Ouais. Et ça m'a beaucoup apporté. En vrai, ça m'a beaucoup apporté. Un livre qui t'inspire, une phrase que tu as lue dans un bouquin qui t'a Ah fait ouais. vriller. Ah ouais, ouais, ouais. C'est un livre que j'ai lu quand j'étais étudiant encore en école de cinéma. Il m'a apporté un trop gros recul sur la vie par rapport à ma génération. C'est ce genre de livre qui fait tellement réfléchir que tu te sens en décalage avec le monde après. Quel est ce livre? Le livre, c'est Le sexe ni la mort de André Comte-Sponville, Ok. qui est un livre philosophique. En fait, ça parle de l'amour avec un grand A. Ouais. Et, l'amour sous 3 formes différentes. Il y a Eros, Eros qui est évidemment l'amour qui est le plaisir charnel, tu vois, qui est Charnel. l'attirance, la passion, etc. Ouais. Il y a Philia qui est l'amour de liens, genre les parents, meilleurs amis, etc. Où on les aime véritablement, mais pas de manière charnelle. Et il y a Agapé qui est un amour désintéressé, inconditionnel, un amour profond et L'amour du prochain. sans faille. Ouais, voilà. Qui est pas de la solidarité, ça va plus loin que ça. C'est un véritable amour de son prochain. Et ça m'a mis dans des situations, moi, où j'étais en couple, etc., où je me suis dit, tiens, je peux laisser faire ça, machin et tout. Enfin, j'ai accepté des choses que j'aurais pas dû accepter, en gros, qui m'ont fait du mal, etc. Mais parce que on n'était pas tous les deux sur la même longueur d'onde. Et c'était pour ça. Mais par contre, ça a changé ma vie et ma vision de l'amour, etc. En fait, c'est juste que je l'ai lu trop tôt. En fait, ce bouquin est génial, mais j'ai lu trop tôt. C'est ça la conclusion à avoir. Pour moi, c'est un must à lire. Et la phrase clé que j'ai lue il n'y a pas très longtemps, là, Ouais. on n'est pas des êtres humains avec une expérience spirituelle, on est des êtres spirituels avec une expérience humaine. Et je crois que c'est Jung quelque chose qui a dit ça, mais je ne serais pas sûr de ma source. Carl Gustav Jung. Ouais, je crois que c'est ça. Et ça m'a beaucoup, beaucoup parlé, parce que avec ce que j'ai vécu, Ah bah là, j'en c'est suis plein- convaincu. Hein. Plein pot. Ah bah là, convaincu. Ouais, Carl Gustav Jung. On en a parlé souvent Ouais. dans cette émission. Mais toi, est-ce que tu as un bouquin qui t'a marqué? Les bouquins qui m'ont marqué, ouais, j'ai un bouquin qui m'a marqué pas mal, c'est Le pouvoir des mains. J'ai l'impression... Alors là, je te parle de trucs vraiment de ressenti très récent. Hein, Ouais. que je capte des trucs avec les mains, mais je sais pas comment dire ça. Une espèce d'empathie que je ressens à travers les mains et tout. Et d'ailleurs, c'était pour ça, quand j'étais étudiant, alors je parle de trucs hyper intimes, mais je faisais des massages et tout. Et en fait, les massages, c'était fou parce que j'avais tout, je ressentais tout, tu vois, par empathie. Je vivais comme si je massais mon propre corps, tu vois. C'est trop bizarre. Pareil. Ah ouais? Ouais. C'est trop bizarre. C'est l'endroit Ouais. où elle a besoin que je la masse. Mais c'est un ressenti, c'est trop bizarre. Alors, en fait, c'est pas tu crois, c'est pas tu penses, c'est que tu sais. Donc, c'est Oui. un ressenti, exactement. Ouais, mais c'est ce truc-là. C'est que Mais... tu sais que c'est là. Tu le sens dans ton corps, mais tu le sens pas. C'est pas que t'as mal à cet endroit-là et t'as bien. C'est que tu sais que c'est cet endroit-là. Ouais. Tu sais, tu fais, ah, c'est là. Et là, la personne fait, ah, mais c'est exactement là. Non, mais Oui, je sais. J'ai le chat qui était à la maison, il était vraiment mourant. Alors là, Ouais. un déchet, quoi. Vraiment, il puait, les poils partaient, les dents. Enfin, c'est horrible, un déchet, quoi. C'était un rat, c'était pas un chat. Ah ouais, non, vraiment. Très, très maigre, très vite, etc. Ça sentait la fin, quoi. À tel point que j'ai fait un trou dans le jardin pour l'enterrer. Hein. C'était vraiment, il n'y avait pas de doute, il allait y passer, quoi. Mais je me suis dit, bon, bah, là, moi, je suis chez moi, là, pendant le week-end. Du coup, je suis resté un peu à côté et tout. Et je crois que c'était un samedi soir, je suis resté. Et même s'il puait de la gueule de fou, je l'ai caressé de fou et je suis resté 40 minutes allongé par terre, en train de le regarder et le caresser, être là, être présent pour lui, quoi. Pur amour. Pur amour de présence. Et voilà. Et ce que je sais, en plus, moi, je partais le dimanche à Paris. J'allais pas revenir, enfin, j'allais revenir trop tard, quoi. Et donc, c'est une manière de faire aussi un au revoir, tu vois, un truc. Mais vraiment, je suis resté 40-45 minutes par terre, à côté de lui. Et bah, figure-toi qu'il est reparti. Et là, ça fait peut-être 1 an ou 2 là, qu'il est reparti dans le jardin. Des fois, il part 4 jours, il revient. Et là, il s'est refait. Il vit très bien et il vit sa meilleure vie. Et ma mère, elle me dit, t'as sauvé le chat. Je dis, non, je n'ai pas sauvé le chat. Je suis juste resté là à le caresser. Tu lui as fait un soin avec tes mains. Ouais, mais je sais pas. Mais du coup, je me dis, peut-être qu'il faut que j'aille creuser un peu là-dedans. Il y a peut-être un truc. Alors, ouais, Mais bah, bon. tu vois, pour rebondir sur le livre, bah, moi, c'est Le pouvoir bénéfique des mains de Barbara Ann Brennan. Et la fille, elle bossait dans des administrations aux États-Unis, type NASA et choses comme ça, très scientifiques. Et déjà, depuis toute petite, elle s'installait dans la forêt. Elle se mettait le dos contre un arbre, elle s'asseyait, elle fermait les yeux et elle voyait, les yeux fermés, elle voyait les animaux qui se promenaient là-bas, elle sentait déjà tout. Ouais. Donc ça, c'était... voilà, Oui, elle ressentait les choses ouais. dans ses mains.
et dans son corps. Et en vieillissant, elle a commencé à faire des soins avec ses mains. Et elle raconte plein d'expériences dans ce bouquin, qui est génial. Pas facile à se procurer, le pouvoir bénéfique des mains. Et elle a monté une école qui s'appelle l'Institut Brennan, peut-être, un truc comme ça, où tu as un examen. En fait, dans le monde, c'est un peu la seule école qui est par l'État américain qui dit là, ça c'est OK, on accepte le fait que on arrive à faire des choses avec nos mains et à soigner avec les mains. Moi, je suis magnétiseur et je fais des soins. Donc, je suis formé par Gérard Grenet, que tu connais. Ouais. Et Barbara Ann Brennan, j'ai lu ça plus de 20 ans. Quoi. Oui, c'était un déclencheur aussi. Ça a été un truc de bascule. Bah, ça a vrillé. Ça a vrillé. Vrillé complet. Ah ouais. Il y a 25 ans. C'était déjà dans les soins. D'où la crise de la... Ouais, bah, comme on se disait un petit peu tout à l'heure, parfois, il faut faire des bilans dans la vie. On en a parlé la semaine dernière. Aussi, je pense que faire un bilan à 45 balais et en faire un autre quand tu es en retraite à 65 ans, c'est un peu léger. 2 bilans sur une vie entière. En général, c'est un peu la cata. Bah, faire bilan, c'est pas mal, mais c'est que ça laisse peu de temps pour l'après. Quoi. Là, tu as un petit temps de pause qui est un peu imposé, mais il était nécessaire. Mon corps me l'a imposé. Là. Il m'a transmis un message et je l'ai bien compris. En général, c'est comme ça que ça se passe. En soins, je reçois des personnes qui ont des petits bobos, puis des plus gros bobos, puis ils sont bloqués du dos. Pendant un mois, ils sont bloqués du dos. Bon, bah, c'est, à mon avis, là-haut, ils t'ont dit qu'il fallait que tu arrêtes ce que tu fais. C'est que tu en fais trop. Les épaules, voilà, trop de charge sur les épaules. Enfin, je veux dire, c'est le signe, il est relativement clair. Ouais. Et ils continuent. Puis après, ils attrapent des trucs un peu plus gros. Et ils ont des grosses maladies. Et souvent, nous, on les récupère. Parce que plus personne ne peut rien faire. Les médecins ne peuvent rien faire. Rien à faire. Donc nous, ils viennent nous voir, nous. Super. S'il vous plaît, là, ça va pas. J'ai un gros problème de santé qui est là depuis 20 ans. J'ai des problèmes de santé. Des fois, ça fait 20 ans qu'ils ont le problème de santé. Et toi, ils arrivent si vous faites quelque chose. On m'a dit que... toi, t'es là. Le patient n'a jamais aussi bien porté son prénom. Nous, ce qu'on fait en soins, ce que tu as fait avec le chat. Tu as sauvé le chat, je te dis. Ah, ok, bon, bah, du coup, j'accepte. Là, je te crois. C'est que de l'amour. Ouais. Une intention et ça marche. Le truc, c'est qu'on y arrive. Bah, toi, tu as expérimenté déjà. Et donc, tu as peut-être en toi ce flux et cette connaissance. Inch'Allah. Du soin. On verra bien. Il faudrait que je creuse. Ça m'intéresse. En tout cas, tu passes pas mal de temps dans ton jardin et ça, c'est top parce que ça permet de t'ancrer bien sur cette planète Terre et de bien te ressourcer. C'est ce que tu me disais. Mais ça, c'est que à chaque fois, on me demande est-ce que tu te reposes ? C'est compliqué de jauger le repos. Je me sens pas. Enfin, j'en fais beaucoup. J'arrête pas toute la journée. J'ai l'impression d'être pas vraiment reposé, mais en même temps, je suis tellement ressourcé. Et je crois que c'est mieux que d'être reposé. Et donc, non, je me suis pas reposé, mais je suis ressourcé. Ça sert à rien de dormir oui, en même temps, 15 heures si tu fais rien et que tu n'es pas heureux. Et puis, je serais plus fatigué d'avoir dormi que de dormir. Donc, non, je fais. Bah, comme tu disais, je fais. Et ça va bien. Il vaut mieux faire que ne pas faire. Et il vaut mieux faire que dire. J'ai écrit une radio il y a 10 ans dans mon lycée. Ouais. Et elle existe toujours. Ouais. Et elle s'appelle pareil. Et les gens savent que je suis un des créateurs du truc. En termes d'héritage et de transmission, c'est super. Elle s'appelle comment cette radio ? C'est Le Takoum. Parce que c'est là où a été créée ma première bande de potes vraiment solide, Le Takoum, avec qui on a fait des vidéos sur YouTube après. Ouais. Donc on a récupéré le nom de la radio parce que c'était ce qui nous unissait. Mais donc Le Takoum sur YouTube, c'était la même équipe que la radio Takoum, la radio du lycée La Menée-à-Guérande. Il n'y a jamais eu une émission qui s'est bien passée. Il y a eu toujours des problèmes techniques, des problèmes de machin, puis il fallait créer sa chronique, son truc. C'était toujours des problèmes de gens qui débutent, quoi, d'amateurs. Mais par contre, elle avait cette authenticité de gens qui sont passionnés. Donc peut-être que ça n'a pas changé, hein. Peut-être que ce qu'on a légué, c'est la même chose. Hein. Peut-être que ce qui se passe aujourd'hui, c'est exactement ce qu'on vivait il y a 10 ans. Donc je crois que maintenant, c'est devenu une activité ou un truc à part entière dans le lycée. Mais n'empêche que c'est quand même nous qui l'avons créé avec nos potes. Tu serais né dans les années 80, t'aurais été cibiste, quoi. Toi, t'aurais fait de la cibi. C'est quoi la cibi ? Dans les camions, les mecs, ils ont des CB. Tu vois, ils communiquent avec une CB. Ah, ok, oui. Vois
Oui. ok. Ou alors Une dans radio, les quoi. films américains, c'est la radio, mais ça s'appelle une CB, dans les années 90, il y avait cet engouement de la CB. C'est-à-dire que Facebook, ça n'existait pas, les téléphones portables, Ouais. on n'en avait pas, hein. Hmm. Donc soit t'appelais allô, allô madame machin, est-ce que je pourrais parler à Avec cette Simon? voix-là, en plus, très Est-ce que je pourrais détestable. parler à Simon, s'il vous plaît, est-ce qu'il est là? Ouais, Ouais. c'était comme ça. Ah non, il est pas là, faudra rappeler machin. Vous pouvez dire que j'ai appelé. Ouais, c'était comme ça. Ouais. Rendez-vous à tel endroit, on se donne rendez-vous à tel endroit, à telle heure. Et c'est là, tu te rejoignais à vélo et il fallait qu'il soit là Ah bah parce ouais, que ouais. tu partais, parce que sinon c'était. T'attendais. Non, Ouais. t'attendais, ça on attendait. Bref, c'était un autre monde et il y avait la CB. Et la CB, ça permet de communiquer entre voitures. Ils communiquaient, ils se donnaient des renseignements. Ouais, tiens, il y a des flics à tel endroit, machin. On les mettait dans les voitures, dans les camions, mais dans les voitures aussi. Ok. Et les jeunes, en tout cas dans notre quartier à nous, à Pornichet, etc., on avait des CB aussi. Oh là là. Ouais. Et moi, je me bouffais les ongles et mon père m'avait dit si t'arrêtes de te manger les ongles, je t'offre une CB. Ah voilà. Je J'ai me arrêté suis du jour au arrêté lendemain. de manger, ouais, jour au lendemain. Et donc, j'avais une petite CB dans une petite boîte en bois qu'on avait fabriquée et tout. Ouais. Et on parlait, on discutait avec les copains, pas trop loin, Super. parce Bah que oui, bien sûr. voilà, mais parfois il y avait un relais qui se faisait. Ah, tu veux parler, tu peux dire à machin que Hilarant. machin. Et hop, machin, il disait ouais, attends, Simon, alors il y a David qui m'a dit que. Et tu faisais les infos comme ça. Ouais. Et chacun avait son blaze. Mon frangin, c'était Sirocco 44. Moi, Ah c'était ouais. Ghost. C'était Ghost. Oui, Ah, déjà. Ghost, déjà. Ghost, est-ce que je pourrais parler à McFly C'était comme Ouais. ça. Il y avait McFly qui était là. Avant d'avoir des téléphones portables et commencer et des tatous, et des choses comme ça. Avant Ouais, c'est le- génial, j'aurais rêvé vivre cette époque-là. C'était génial. Ah ouais, tu m'étonnes. C'était un truc de dingue. Donc ouais, j'aurais sûrement fait... Ah, des cibistes. J'aurais été Sûr. subiste. Ouais. Non, voilà, par rapport à la radio, ouais, c'est super de voir ça, faire un héritage, un truc... tu transmets une intention encore qui traverse le temps et qui te dépasse toi, hein, d'ailleurs. Et les gens qui naissent ici, il y a toujours un lien avec la mer. Évidemment, on peut pas l'enlever, quoi. Et c'est chiant parce que j'aimerais bien faire ma vie, pas ici, mais pas loin de la mer. Et c'est un peu chiant parce que ça complique un peu les possibilités. Ça restreint un peu les possibilités. Et Il y a de la mer un peu partout. Il y a de la mer un peu partout, mais en pas... France. Ça va, il y a de la mer. Ouais, mais tu vois, j'adore la montagne. Et voir la montagne et la mer, en Corse, à Monaco, à part ça, c'est compliqué. Bah, les Pyrénées. T'as les Oui, Pyrénées. oui, mais après les Pyrénées, il y a beaucoup de vent. Ah, tu veux pas de vent. Tu veux la mer, pas de vent. La trop de montagne vent. pas loin. Non, mais en fait, il y a un truc où s'implanter quelque part, se marier, c'est que des responsables, enfin des choix que tu fais qui ont un effet dans la durée, normalement. C'est un lien. Un lien, et j'aime pas les liens, ça m'angoisse les liens. Et en fait, j'ai pris conscience de ça. En mode, tiens, mes frères Carlito, j'en discutais avec eux. Ils habitent à Colombes, ils ont fait toute leur enfance à Colombes. Ils vivent encore à Colombes et je pense qu'ils sont bien partis pour continuer encore à Colombes. Et c'est Raph qui me disait, enfin Carlito, il me disait, tiens, ouais, je me souviens de cette rue, quand j'étais petit, j'étais avec mes potes, machin et tout. Et il me parlait de chaque rue dans laquelle on traversait en voiture. Et il y avait tellement de souvenirs et tout, je trouvais ça fabuleux, tu vois. J'étais jaloux presque de ce truc-là. Je peux pas faire ça parce que ça m'emmerde, moi, d'être dans une ville, de me marier avec cette ville, de rester là, alors qu'il y a tellement d'endroits chouettes à aller voir, à découvrir, à visiter. Pourquoi tu veux que là, il y a un seul endroit? C'est un enfer, tu vois. Et donc, cette vie de nomade, je l'adorais. Et donc, pareil, avec mon taf en tant que vidéaste pendant longtemps, j'ai sillonné la France et les frontières, où je traversais tous les paysages de long en large en travers, et j'adorais ce truc là, j'adorais cette vie d'hôtel à hôtel, et c'est génial. Et j'ai vécu mon truc en avril là, l'événement qui m'a complètement changé au lieu de courir après le bonheur, maintenant j'ai envie qu'il soit là quand j'ouvre la porte, et j'ai envie de m'implanter quelque part pour créer mon petit paradis à moi, tu vois. Et en plus de ça, ça répondait à la question de où. Dans l'hôpital, où je suis resté allongé pendant une semaine en gros, et pourtant j'ai jamais autant voyagé que en étant dans mon lit. J'ai l'impression d'avoir vu le monde alors que je suis resté dans la même pièce. Alors que j'étais tenu en laisse par une perfusion. Et ça répond à la question de où, parce que j'hésitais entre la montagne, tu vois, genre à côté de Lyon, le sud de la France, les Pyrénées, les machins, je fais tout le monde, le Canada, je rêve d'aller au Canada. Même d'autres pays, la Finlande, j'adore la Finlande, enfin il y a plein de pays, tu vois. Il y avait une petite voix en moi depuis tout ce temps que j'écoutais pas tant que ça. Tous les noms de mes sociétés, de mes personnages, de trucs de pensée, enfin tout ce que j'écrivais et tout, à chaque fois, c'était inspiré
de noms bretons. Tout le temps, c'est naturel pour moi de m'inspirer de noms bretons, ça c'est plus fort que moi. Je pense que ouais, je vais me faire ma petite ferme en Bretagne et ça va être super. Prospecter autour des monts d'Arrée, etc. Bien paumé dans le trou du cul du monde, mais c'est magnifique. Il y a des montagnes, mais elles sont pas très hautes, elles font 350 mètres. Ouais, mais en fait, c'est ce côté vallonné que j'adore. Donc la Bretagne. La Bretagne, ça me parle. Ok. Visiter que Erquy pour l'instant. Erquy qui est sur la côte, moi j'ai rien plus allé dans les terres. Mais j'irai faire un petit tour à ma vitesse, j'irai voir. C'est un beau projet. Ouais. Non, et puis ça me rassure presque de me dire je sais que je vais aller là. Je vais faire mon monde ici et je me sens bien avec ça, avec cette idée-là. Alors que elle m'angoissait cette idée-là il y a pas si longtemps. Pour moi, c'est pas très important cette histoire de lieu. Si ça va pas, tu pars. Oui, tu pars. Oui, mais il y a aussi ce truc-là que... Un mariage, c'est pareil. T'es avec quelqu'un, Oui, mais... ça va pas, bah, tu vas autrement. Oui, mais il faut après, quand même que tu t'engages à un moment. Mais c'est ce truc-là. Et puis j'ai pas envie de m'engager avec quelqu'un si j'y crois pas. Donc de toute manière. Ah bah si t'y crois pas, non. Voilà, mais c'est comme avec une ville. Si j'y crois pas de base au fait de venir quelque part. Il peut te convenir et puis dans oui, bien 6 sûr. ans, ça te convient plus. Oui, et puis ça ne m'empêche pas de pouvoir voyager quand même. Hein. Je dis pas que dire au revoir au voyage. Mais en tout cas, de pas être dans une quête pareille. Pas du tout. Est-ce que t'as bougé là d'appartement dans 2 ans? J'ai déménagé il y a une semaine. T'es reparti à Paris après ta convalescence là? Et bah, pendant ta convalescence? Ça m'a bien fait chier d'ailleurs. T'es reparti à Paris faire un déménagement? Parce que j'avais pas le choix. Et donc là, j'ai rejoint un truc en co-living. Donc il y a le propriétaire de la maison. Enfin, je suis en maison. Il y a le propriétaire de la maison qui est dans la maison. Et il y a 2 autres ou 3 autres locataires qui sont étudiants, etc. Mais ça me permet d'avoir une maison avec un jardin, un chien qui est la même race que ton chat. C'est ça, un truc bizarre. Non, Golden Retriever, et du coup, c'est génial. Et je peux continuer, je peux faire mon potager dans le jardin du propriétaire. On a discuté ensemble et tout, et donc c'est trop chouette. Je peux me reconnecter à la nature beaucoup plus, d'heure tout court, parce que j'ai pas de nature avant. Et donc non, c'est beaucoup plus chaleureux. Alors je perds en intimité et en vie intime, etc. Mais par contre, je gagne en cadre de vie, quoi. En co-living. En co-living, ouais. Co-living, donc vivre chez l'habitant, quoi. En gros, voilà. C'est ça. Oui, oui, ça s'appelle co-living maintenant, mais moi j'ai vécu chez l'habitant, je connais. Et j'ai fait ça à Bordeaux dans le début des années 2000. J'étais étudiant et ça s'est très mal passé. Ouais. Non, mais c'est pour ça, c'est qu'une transition. J'ai pas envie de rester. Hein. C'est juste que c'est moins pire que ce que j'avais. La proprio était folle. Ouais. Bon, j'espère que ça ira. Bon. Donc, elle te rend... Voilà, la folie, c'est difficile, t'as rien à faire, faut partir. Bon, pour l'instant, ça se passe bien. Et de toute façon, comme j'y suis jamais, en vrai, j'y vais que pour dormir. Donc, même, tu vas faire à manger, je fais à manger au studio de ma fac à Lito, donc j'y vais jamais. J'y vais que pour prendre une douche et dormir. Et après, j'ai rencontré un de mes super potes de vie, Youssef. J'ai vécu avec lui pendant 3 mois. Qui est dans le dur. Ouais, bon, ça rapproche. Des expériences dures et voilà, ça nous a rapprochés très très fort. C'est qu'une transition parce que en plus, comme j'ai demandé un peu à quitter mon taf à Paris, j'ai beaucoup fait d'aller-retour entre chez moi et Paris parce que les projets que je lance, comme je lance à petite échelle de chez mes parents, c'est une vie un peu parallèle. Il est loin du taf, le co-living? Ah non, je me suis rapproché. Oui, okay. J'étais à 7 minutes à pied, maintenant je suis à 5. Courir. Si t'as besoin d'aller chercher un coca dans la nuit, je peux trouver le coca rapidement. Alors c'est quoi la suite? J'ai un truc où je ressens que j'ai pas le choix d'avancer et de prendre des décisions et qui me foutent un peu dans le jus, hein, genre quitter les gars, ça me fout dans le jus financièrement parlant. J'ai tellement pas le choix de le faire. Je me dis que si je vais sur le bon chemin, je vais forcément rencontrer des bonnes personnes qui coïncident avec ce que je vis, etc. Et donc forcément, ça va être une vie de rencontres et de belles rencontres. Mais ça fait un peu peur parce que tu vas quand même dans l'inconnu pas mal. Mais tu vas dans un inconnu qui est ton chemin. Donc pour l'instant, je me laisse aller dans, j'imagine, le bon chemin. Parfois, faut lâcher prise. Et en fait, tout se déroule comme prévu. Ouais. Alors que tu lâches prise. Ouais. Et c'est vrai que c'est contre-intuitif, ça fait un peu peur. Exactement. C'est mes parents qui sont pas confiants. Les parents, c'est toujours... Et comment tu vas faire pour vivre quand tu auras de l'argent et tout? Je te dis que t'as sauvé le chat. mais ça part bien, maman. Non, mais tu vois, il y a ce truc-là aussi. Et le fait d'entreprendre et d'être intéressé par le côté... pas forcément le côté entrepreneuriat, mais de savoir comment fonctionne le monde. En fait, c'est rester curieux. Tout simplement, hein. Je suis un gamin. Je suis un gamin qui regarde encore C'est pas sorcier. Pour te dire à quel point je suis encore curieux de la vie. Et je plante plein de graines pour le futur. Et comme ça, même s'il y en a qui prennent pas, et j'ai quand même une sécurité avec plein d'autres trucs à côté. Mais par contre, il faut réussir à se laisser rêver et en même temps avoir ce côté terre à terre ok, concrètement, avec comment le monde fonctionne, comment je peux faire pour réaliser ces rêves-là. Ouais. Et si t'es pas ancré dans la réalité, c'est compliqué. T'as suffisamment d'expérience pour pouvoir monter à bien le projet. Ouais. Tout mon parcours pro, etc., à aucun moment, je n'ai été guidé par l'argent. Sauf une fois.
les illustrations dans les sites internet pour acheter des chaussures, des vêtements, etc. Tu vois, quand tu veux acheter un vêtement, tu défiles les photos pour voir à quoi ressemble ton vêtement. Et bien moi, j'étais le photographe qui prenait en vêtement ces photos. Donc tu mets tout sur polystyrène et c'est à la chaîne, tu vois. Tu as une palanquée, tu as une tonne de vêtements à gérer. Tu les épingles sur le polystyrène, soit ça tient tout seul, soit faut le mettre à plat, machin. Mais un mois qui a semblé une éternité, c'était un enfer. J'en pouvais plus. C'était à la fois le jeu qui était chiant, je perdais mon temps, enfin la sensation de perdre son temps est horrible. Et en plus de ça, j'étais entre les potins des meufs qui sont là salariés et tout là. J'étais mais je vais péter un câble, voilà, j'en peux plus. Que je peux pas, il faut que je m'y retrouve artistiquement. Artistiquement. Au moins. Ce qui a fait que j'ai bossé, enfin que je bosse pour les gars pour MF Carito, c'est le fait de n'avoir pas compté. Mais parce que j'étais pas motivé par l'argent, j'étais motivé par le fait de vivre des expériences folles, d'apprendre, parce que moi, en fait, quand je travaille avec Mafia Carito, en réalité, je fais un stage d'immersion. Genre, je vois comment ça se passe dans le YouTube game, etc. J'investissais pour mon futur. Ouais. Et donc, non, je n'ai jamais fait ça pour gagner de l'argent. Et heureusement. Et je me fais des semaines à... je n'ai jamais compté le nombre d'heures que je travaille par semaine. Mais ça va être du 80, 90, je sais pas, je calcule pas, mais je passe mes journées à travailler, quoi. Donc c'est pour ça que je monte tout ce truc-là, cet écosystème, notamment pas pour être riche, c'est pour monter un écosystème vertueux et bienveillant. Et j'espère que ça prendra forme comme je l'espère. C'est mon rêve. Mais bon, c'est un plan de carrière sur 30 ans, quoi. En tout cas, c'est ce qu'on te souhaite. Ouais. C'est que ça fonctionne. Ouais. Merci beaucoup. Bah écoute, de rien, c'était un grand plaisir. Et puis tu reviendras peut-être nous expliquer dans la saison 2 avec grand plaisir. Comment ça s'est déroulé, l'avant-après. Je suis devenu millionnaire, et maintenant je plaque tout pour l'argent. J'espère que j'aurai mon petit chez moi en Bretagne. Bon, sinon, on ira tourner l'émission en Bretagne. Oh là là. Ça serait vraiment bien. Son petit Porsche, là. Okay. M'inspirer de ce qui se fait en tradition et réinventer le truc un peu en mode moderne, en lien avec la nature toujours, hein, évidemment. Il y a des trucs à faire. Tu vois, je mets même de l'artistique dans la baraque que je veux faire. Donc, la créativité n'a pas de. Elle est déjà limite. dessinée ta baraque, Ayette ChatGPT a un peu aidé à faire des trucs. Ok, ChatGPT. Ouais. Toujours tout autour du chat. Hein, Finalement, ouais. C'est fou. Merci beaucoup. De rien, avec grand plaisir. Merci de nous avoir suivis et puis on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye.